Bienvenue dans L'Histoire, le podcast. Un podcast produit par le magazine L'Histoire qui fait appel aux auteurs et aux archives de la revue pour éclairer une question d'actualité. Un épisode présenté par Clément Fabre. On l'associe principalement à Marx, à la lutte des classes, au monde né il y a 2 siècles à peine de la révolution industrielle. Et pourtant, Marx n'a presque jamais utilisé le terme, tandis que nombreux sont les historiennes et les historiens qui n'hésitent plus à l'appliquer à des périodes bien antérieures au XIXe siècle. Aujourd'hui, dans l'Histoire, le podcast, histoire d'un mot, capitalisme, et de la manière dont on peut s'en saisir en histoire. Pas facile en effet de s'emparer en historien d'un terme aussi lourd de lutte politique, d'enjeux contemporains, d'un terme défini principalement depuis près de 2 siècles par celles et ceux qui le dénoncent et que ses détracteurs associent aussi bien à l'aliénation du travailleur, à la marchandisation de l'art, qu'à l'anthropocène ou au patriarcat. Bref, capitalisme fait partie de ces mots qui embarrassent, qui intimident et auxquels pourtant les historiens n'ont pas d'autre choix que d'aller se frotter. C'est cette gageure qu'a choisi de relever déjà, du début des années 50 à la fin des années 70, le grand historien français Fernand Braudel, en prenant le capitalisme, malgré l'imprécision du terme, sa charge polémique, malgré aussi le risque d'anachronisme, comme un objet d'histoire. De Braudel, on connaît surtout les 3 tomes de sa Méditerranée, son attention à l'étagement des temporalités depuis le temps court de l'événement jusqu'à la longue durée des phénomènes géologiques, mais c'est ici son autre trilogie qui va nous servir de boussole, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, paru en 1979. En compagnie de l'historien Guillaume Calafat, explorons cet ouvrage, ce qu'il en reste aujourd'hui et la manière dont il peut, encore, nourrir notre compréhension de ce que sont au juste le capitalisme et son histoire. Guillaume Calafat, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste, comme Fernand Braudel, de l'histoire de la Méditerranée à l'époque moderne, et son lointain successeur aussi à la tête de la prestigieuse Revue des Annales. Vous avez travaillé notamment sur le droit des mers à l'époque moderne, sur la régulation du commerce, de la navigation en Méditerranée, au cœur de votre ouvrage Une mer jalousée, paru aux éditions du Seuil en 2019. Mais si vous êtes aujourd'hui l'invité de l'Histoire, le podcast, c'est avant tout pour venir nous parler de l'article que vous publiez sur le modèle Braudel en ouverture du numéro spécial du magazine L'Histoire consacré à 1000 ans de capitalisme. Alors avant de le présenter, ce modèle Braudel, il n'est pas inutile sans doute de dire quelques mots du terme capitalisme, quand apparaît-il, avec quel sens, et est-ce que Braudel est le premier historien à s'en emparer ? Non, Braudel n'est pas le premier à utiliser le terme. Le terme capitalisme apparaît au milieu du XIXe siècle dans les dictionnaires et dans les sciences sociales, en économie et en histoire, au tournant des 19e et 20e siècles. Ce moment-là est effectivement un moment de réflexion collective dans les sciences sociales européennes, notamment en Allemagne, puis en France, autour de ce terme, capitalisme, qui est assez nébuleux, auquel on ne rattache pas nécessairement tout un certain nombre de caractéristiques ou, disons, d'ingrédients. C'est justement cet aspect assez plastique fluctuant du terme qui va entraîner les économistes, les historiens plus que les économistes d'ailleurs, vers une étude de l'économie de longue durée. Et c'est pourquoi aussi une jeune revue à l'époque, les Annales d'histoire économique et sociale, s'empare du terme dès les années 30. Justement, il y a plusieurs numéros, réflexions, articles autour du mot capitalisme, de ce qu'il revêt et de ce qu'il permet aussi en termes d'études de très longue durée des phénomènes économiques. Pour eux, en fait, capitalisme était une sorte de questionnaire, un outil qui permettait d'engager de nouvelles recherches sur des mécanismes de l'économie. Oui, ils n'hésitent pas à l'utiliser. Pourtant, ça ne va pas de soi à l'époque d'utiliser ce terme quand on est historien, parce qu'à côté de cette genèse intellectuelle du capitalisme, en Allemagne d'abord à la fin du 19e siècle, on a une histoire d'abord politique et des usages plus polémiques du terme. Écoutons par exemple la manière dont en 1839, dans son ouvrage L'organisation du travail, le penseur socialiste Louis Blanc utilisait ce terme capitaliste pour réfuter les thèses libérales de Frédéric Bastiat. Oui, le capital est fécond. Oui, le capital est nécessaire.
Pourquoi donc préférer à un régime qui le mettrait à la disposition de tous, un régime qui le met à la merci de quelques-uns? On voit en quoi consiste le sophisme qui sert de base à tous les raisonnements de M. Bastiat. Ce sophisme consiste à confondre perpétuellement l'utilité du capital avec ce que j'appellerais le capitalisme, c'est-à-dire l'appropriation du capital par les uns à l'exclusion des autres, comme si l'utilité d'une chose résultait de son accaparement et non de sa nature. C'est justement parce que le capital est utile, c'est parce qu'il est nécessaire que l'intérêt qui en resserre si fort l'usage et en ralentit la circulation n'est pas légitime. Criez donc « Vive le capital !» nous applaudirons. Et nous en attaquerons avec d'autant plus de vivacité le capitalisme, son ennemi mortel. Vive la poule aux œufs d'or et défendons-la contre qui l'éventre. C'est dans ce contexte, justement, ce contexte à la fois disciplinaire et politique, qu'arrive Fernand Braudel et qu'il s'empare de ce terme capitalisme. Alors, quand on lit ces textes, on voit bien qu'il y a toujours un certain embarras à se saisir de ce terme toujours brûlant. Pourquoi est-ce que, voilà, malgré ces difficultés, Braudel choisit de se frotter à ce terme de capitalisme? Alors, c'est très intéressant parce que chez lui, c'est faute de mieux, faute d'un meilleur terme. Il le dit, il y a vraiment un écart entre justement l'emploi du mot et l'anachronisme, qui est une vraie question historienne. C'est-à-dire comment utiliser un terme qu'on ne trouve pas dans les documentations. Finalement, si j'ai jeté le mot capitalisme dans le débat à propos d'une époque où on ne lui connaît pas toujours droit de citer, c'est avant tout parce que j'avais besoin d'un mot, autre que celui d'économie de marché, pour désigner des activités qui s'avèrent différentes. Mon intention n'était certes pas d'introduire le loup dans la bergerie. Je savais bien que ce mot de combat est ambigu, terriblement chargé d'actualité et virtuellement d'anachronisme. Si, contre toute prudence, je lui ai ouvert la porte, c'est pour de multiples raisons. Tout d'abord, entre XVe et XVIIIe siècle, certains processus réclament une appellation particulière. Lorsqu'on les observe de près, les ranger sans plus dans l'économie de marché ordinaire serait presque absurde. Le mot qui vient alors spontanément à l'esprit est bien celui de capitalisme. Agacé, vous le chassez par la porte, il rentre aussitôt par la fenêtre, car vous ne lui trouvez pas de remplaçant adéquat, et c'est symptomatique. Sans doute a-t-il l'inconvénient de traîner après lui d'innombrables querelles et discussions, mais ces querelles, les bonnes, les moins bonnes et les oiseuses, il est en vérité impossible de les éviter, d'agir et de discuter comme si elles n'existaient pas. Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, 1985. Alors, évidemment, il y a plein de méthodes pour essayer de neutraliser cela, mais on voit que chez Braudel, et là, il l'hérite vraiment de Bloch-Efèvre, et en cela, il poursuit le projet des premières annales, si on veut. Capitalisme, c'est un faisceau de questions. C'est une manière d'ouvrir un certain nombre de réflexions, de problèmes historiques à poser ensemble. Donc, chez Braudel, d'une certaine façon, capitalisme est une manière de décloisonner les périodes historiques. Ça va être un instrument de sa longue durée de l'histoire économique, très clairement. Et en fait, c'est pour ça que là, il travaille, si on veut, avec des articles qu'on lit dans les années 30 dans les annales, par exemple André Saïous, par Bloch-Efèvre eux-mêmes, qui cherchent justement ce moment de genèse du capitalisme. Il y a un très beau numéro aussi par les chercheurs d'histoire économique italiens. Je pense à Gino Luzzatto, par exemple, dans les annales. Mais il y a également Raymond Rouver qui s'intéresse, par exemple, à la comptabilité en partie double, à la question également de la commenda, autant de mécanismes économiques, assurantiels, de comptabilité également, qui seraient des moteurs, des déclencheurs d'une économie moderne. Et ça, c'est un autre terme aussi piégé, moderne, mais évidemment, on le voit là présent. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Braudel reconnaît que le terme est relativement insatisfaisant. Et d'une certaine façon, l'histoire économique aussi, parce qu'on accole souvent à capitalisme des adjectifs qui permettent à la fois de désigner un processus économique propre, mais aussi une période particulière.
Donc les adjectifs deviennent d'une certaine manière des opérateurs de périodisation. Donc on va avoir un capitalisme marchand, là dont on peut discuter les prémices. Est-ce que c'est le XIIe, le XIIIe siècle? Est-ce que c'est dans les Flandres? Est-ce que c'est en Italie? Ou est-ce qu'on peut remonter à l'Antiquité? Parce que tout mécanisme d'enrichissement marchand est au fond assez ancien. Mais on peut évidemment ajouter à capitalisme d'autres adjectifs qui transforment complètement la chronologie. Capitalisme industriel nous pousse davantage à la fin du XVIIIe siècle, dans ce moment de transition. Là, c'est un autre terme aussi extrêmement complexe, mais des années 1760 aux années 1840, ce moment qu'on appelait jadis la révolution industrielle. Bon, l'idée a été en partie remusée, contestée, ou en tout cas discutée. On peut ajouter aussi à capitalisme agraire. Donc là, c'est d'autres phénomènes agricoles, de réflexion aussi sur les structures de la production agricole et les façons aussi d'accumuler des stocks. Capitalisme racial, là aussi, ça engage une historiographie qui a partie liée avec l'histoire de la traite esclavagiste. Et on pourrait poursuivre. Capitalisme numérique, vous voyez, capitalisme également financier, évidemment. Enfin, vous voyez, il y a différents domaines qui pourraient là être mobilisés pour transformer à la fois des périodes, mais aussi des définitions du terme. L'erreur serait d'imaginer le capitalisme comme un développement par phase ou bond successif. Capitalisme marchand, capitalisme industriel, capitalisme financier. Avec, bien entendu, progrès continu d'une phase à l'autre, le vrai capitalisme commençant tard, avec sa mainmise sur la production. Avant lui, il ne faudrait parler que de capitalisme marchand, voire de pré-capitalisme. En fait, nous avons vu que les grands marchands de jadis n'étaient jamais spécialisés, qu'ils pratiquaient indifféremment, simultanément ou successivement, commerce, banque, finance, spéculation boursière, production industrielle. L'éventail marchand, industriel, bancaire, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs formes de capitalisme, se déploie déjà à Florence au XIIIe siècle, à Amsterdam au XVIIe, à Londres dès avant le XVIIIe. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979. Mais alors justement, pour mettre de l'ordre dans tout ça, comment est-ce que Fernand Braudel définit le capitalisme et quelle chronologie s'attache à cette définition qu'il en propose? En fait, ce qui est très intéressant chez Braudel, c'est qu'il ne fait pas du capitalisme ou de la définition du capitalisme une définition. Il ne donne pas une définition unique. Simplement, il va procéder, comme il le fait souvent, par étagement, par métaphore parfois. Pour lui, le capitalisme n'est ni la machine à vapeur, si on veut, ni strictement le marché. C'est une forme particulière de domination économique. Donc ça, c'est vraiment une définition que l'on voit apparaître à la fois dans le premier volume, dans le troisième, qui est vraiment sur l'étage capitaliste, qui s'appuie sur le commerce au loin, sur le crédit, sur les monopoles, sur les privilèges, et sur la capacité qu'ont certains acteurs à se placer au-dessus du marché. Au-dessus du marché, c'est très important, parce que Braudel envisage l'économie comme une sorte de plan étagé, où il y aurait, c'est l'objet du premier volume, des structures du quotidien, c'est-à-dire de la consommation qui est celle du village, des lieux proches, si on peut dire. Un deuxième étage qui est celui vraiment de l'économie de marché, à plus large rayon, avec ses foires, avec ses places, avec ses boutiques. Et puis un troisième étage, qui est l'étage qu'on pourrait appeler capitaliste, qui est celui, justement, du commerce au loin, du commerce à très large rayon. Et avec ce commerce à très large rayon, des profits aussi que Braudel qualifie d'anormaux, c'est-à-dire exceptionnels, liés à une opacité des informations, à une connaissance absolument biaisée des mécanismes de l'échange, qui permettent l'accumulation de ce que Braudel appelle des surprofits. Et ça, c'est ce plan étagé, en fait, chez Braudel, il est très important à la fois parce que c'est une modalité descriptive. Effectivement, c'est souvent ce qu'on reproche à ses travaux, c'est les liens entre chaque étage, comment on passe de l'un à l'autre, qui fait quoi, etc. Mais de fait, il y a des réflexions, notamment sur la question de la plus-value marchande, qui est très important chez Braudel, c'est-à-dire la façon dont un marchand tire profit du déplacement des marchandises et comment c'est un mécanisme qui est presque une loi économique dont qu'il met en avant comme définition fondamentale du capitalisme. Et
c'est là aussi où, chez lui, dans ce plan étagé, des figures apparaissent justement comme centrales. Ce sont ces grands marchands banquiers capitalistes, avant un système capitaliste, qui, en fait, tirent profit justement de l'inégalité de l'information, de places privilégiées sur les marchés, et également d'un lien, d'une collusion avec les pouvoirs étatiques. Et c'est ça qui est très intéressant chez Braudel, je crois aussi, c'est qu'il met en avant le rôle de l'État dans l'émergence du capitalisme comme système, c'est-à-dire le soutien puissant des États à certains marchands banquiers pour asseoir leurs affaires. Il existe, aujourd'hui comme hier, un univers à part, où se loge un capitalisme d'exception, à mes yeux le vrai capitalisme, toujours multinational, parent de celui des grandes compagnies des Indes et des monopoles de toute taille, de droit et de fait qui existaient jadis, analogues dans leurs principes aux monopoles d'aujourd'hui. N'a-t-on pas le droit de soutenir que les firmes des Fugger et des Welser étaient transnationales, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'elles sont intéressées à l'Europe entière et ont des représentants à la fois dans l'Inde et dans l'Amérique espagnole? Les affaires de Jacques Coeur n'ont-elles pas eu au siècle précédent des dimensions analogues des Pays-Bas au Levant? Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979. Alors pour écrire cette histoire du capitalisme à laquelle il travaille pendant près de 30 ans, des années 50 aux années 70, c'est quoi les sources qu'il mobilise, Fernand Braudel? Alors, Civilisation matérielle est d'abord un ouvrage de synthèse. Un ouvrage de synthèse qui tire ses principaux éléments d'un grand nombre d'ouvrages produits dans le sillage de Braudel, à la demande de Braudel bien souvent, dans différentes collections qu'il a pu diriger dans le cadre du Centre de recherche historique, Affaires et gens d'affaires d'un côté, et Port Route Trafic de l'autre, dans laquelle il y a des grandes monographies, par exemple sur des marchands comme les Fugger, comme les Ruiz en Espagne, Simon Ruiz et sa grande correspondance. On pense évidemment aux correspondances d'un marchand comme Datini à Prato, qui lui aussi permettait de cartographier des espaces économiques. Donc ces correspondances marchandes, ces livres de comptes, ces lettres de négociants qui ont été étudiées par d'autres aussi, mais que Braudel a mis ensemble, a essayé de comprendre pour réfléchir aux techniques du crédit, à une forme de raisonnement de marchand capitaliste. Comment on pense le profit, comment on spécule, comment on essaie aussi de diversifier ses activités, quels sont les types de produits qui vont être privilégiés, comment obtenir le soutien des États, comment aussi avoir des stratégies matrimoniales. Tout autant de questions qu'évidemment il étudie. Et en même temps, Braudel, parallèlement à cela, c'est un grand lecteur, un lecteur qui était aussi un grand auteur. Hein, il arrivait à mettre aussi en scène ses lectures. N'hésitez pas à aller puiser d'une part aux sources de la Méditerranée et du monde méditerranéen qu'il avait exploré à Simancas en Espagne, à Venise, à Rome, etc. Donc là aussi, il y a un gisement d'archives qu'il sait mettre en valeur. Mais toute sa vie, il n'a cessé d'aller aux archives. Et partout où il allait aux archives. J'ai par exemple un exemple à Cracovie. Dans les archives du prince Czartoryski, de la bibliothèque des princes Czartoryski, il y a des volumes sur la monnaie au XVIIIe siècle en Pologne. Parmi les premiers lecteurs de ces ouvrages, quand j'étais allé à la bibliothèque des princes Czartoryski, j'avais vu qu'un certain Fernand Braudel, en 1975-76, avait ouvert ces liasses. Et de fait, quand on ouvre Civilisation matérielle, économie et capitalisme, on voit que dans 2 notes de bas de page, il est question de la politique monétaire des rois de Pologne au XVIIIe siècle. Et là, ce sont des sources de première main que Braudel est allé voir et qu'il a utilisées pour réfléchir, par exemple, aux réflexions sur la monnaie, la métrologie, la question des changes, qui étaient aussi centraux dans sa réflexion. Donc, il y a un mélange constant en fait de lecture. Évidemment, c'était pas un spécialiste de l'Inde, des mondes d'islam, de la Chine. Là, il s'appuie sur de la littérature secondaire et il le revendique, il le dit, tout en appelant à des études de première main. Ça, il y a été toujours très sensible. Et en même temps,
Braudel était aussi un grand dénicheur d'archives. Ça, c'est un point, je pense, très important et qui est parfois minoré disons, l'étudie ou même lit des travaux sur lui. Il n'a cessé de s'y rendre. Et je pense que c'est important parce que c'était une dynamique de l'esprit entre lecture et documentation de première main qui explique aussi beaucoup de ses intuitions. Et ce qui est intéressant aussi quand on lit Braudel, c'est qu'on voit qu'il parle toujours un peu indissociablement du capitalisme à l'époque moderne, celle qu'il étudie dans ses archives, et du capitalisme contemporain, de celui qu'il connaît à l'époque où il écrit, et qu'il a cette attention aussi aux résonances contemporaines de ses travaux. Écoutons par exemple cet extrait de Civilisation matérielle, économie et capitalisme sur la caractéristique qui fait pour lui l'essence, ou une des caractéristiques qui font l'essence du capitalisme, la liberté de choisir. Le principal privilège du capitalisme, aujourd'hui comme hier, reste la liberté de choisir. Sans doute son champ d'action s'est-il beaucoup élargi, puisque tous les secteurs de l'économie lui sont bons, qu'en particulier il a pénétré largement la production. Mais enfin, de même qu'hier il ne saisissait pas toute l'économie marchande, de même il laisse aujourd'hui hors de ses prises d'importants volumes d'activité. Il les abandonne à une économie de marché qui tourne d'elle-même, à l'initiative des petites entreprises, à l'acharnement artisanal et ouvrier, à la débrouille des petites gens. Il se cantonne, il a ses chasses gardées. La grande spéculation immobilière et boursière, la grande banque, la grande production industrielle, à qui son poids et son organisation laissent une sérieuse liberté dans la fixation des prix, le commerce international. À l'occasion, mais dans des cas particuliers seulement, la production agricole ou même le transport, par exemple les compagnies de navigation qui échappent grâce à des pavillons de complaisance à toute fiscalité et qui ont permis d'édifier quelques fortunes fantastiques. Et puisqu'il peut choisir, le capitalisme a la capacité, à tout instant, de virer de bord. C'est le secret de sa vitalité. Et alors, ces échos avec la période où Braudel écrit, est-ce que ça se sent aujourd'hui dans son texte? Est-ce que ça périme un peu ce qu'il a écrit aussi? Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus tout à fait celui où Braudel écrivait. Alors ça, c'est aussi une question très intéressante, mais qui traverse, je pense, absolument toute l'œuvre de Braudel, de la Méditerranée jusqu'à Civilisation matérielle. En fait, dans la mesure où ce sont des livres que Braudel n'a cessé d'écrire et de réécrire, c'est-à-dire que là, c'est presque 20 ans d'écriture qui concerne civilisation matérielle, mais la Méditerranée, je veux dire, il a écrit, je sais pas, un nombre de fois incalculable. Donc, de façon très très nette, il y a plusieurs phases. Il y a un moment colonial qui est central chez Braudel et qui explique aussi certaines phrases, certaines études, certains sujets. Il y a évidemment un mouvement tout à fait intéressant des années 60-70, où Braudel est pris dans une économie développementiste. Donc la question qui l'intéresse, c'est pourquoi et comment développer des économies modernes. Donc là, c'est vraiment ce moment des années 60-70 où on cherche à voir les inégalités de développement, d'où elles viennent et comment on peut les expliquer. Et ça se lit de façon presque génétique dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Et puis ensuite, 1979, il y a eu la crise pétrolière, il y a eu ce moment de crise économique majeure. Et évidemment, là, on sent la question de la crise qui est omniprésente chez Braudel. Et la place de l'Europe, où est-elle dans cette économie mondialisée nouvelle? C'est vraiment quelque chose qui l'intéresse aussi. Donc, en fait, il y a différents Braudel dans Braudel. Donc ça, c'est déjà un premier point qui, en fait, fait que son travail peut être étudié pour comprendre l'histoire économique du XXe siècle du point de vue de l'histoire des idées. Ça serait tout à fait possible, de l'histoire intellectuelle, des productions historiques. Mais on continue beaucoup à citer Fernand Braudel, à citer sa lecture du capitalisme. Je pense par exemple à la récente synthèse de Sven Beckert ou encore
au travail d'Arnaud Aurin, qui s'appuie en partie sur le travail de Fernand Braudel pour penser son capitalisme de la finitude. Est-ce que ça reste pertinent, cette lecture du capitalisme comme extérieur aux logiques du marché, comme jouant plus de l'opacité que de la transparence et de tout ce qui vient fausser le libre marché? Ça reste pertinent aujourd'hui pour penser les derniers développements du capitalisme contemporain? Alors, je crois. C'est-à-dire que ça a été critiqué, et à juste titre, notamment sur la question des rapports de production, sur peut-être un accent mis sur le capitalisme marchand qui était trop prononcé. Il y a tout un certain nombre de critiques qui viennent à la fois de l'historiographie marxiste, mais aussi des nouvelles formes d'histoire économique qui ont justement repensé les échelles, remisé justement aussi la notion d'économie monde. Mais on le voit, et vous citiez Arnaud Aurin, Sven Beckert, qui pour l'un utilise justement la notion de monopole chez Braudel et la trouve très utile pour comprendre ces silos impériaux. Arnaud Aurin le fait dans Le capitalisme de la finitude, enfin dans Le monde confisqué, qui interroge le capitalisme de la finitude. Et Sven Beckert vraiment s'inscrit dans le sillage de Braudel explicitement dans sa grande fresque sur le capitalisme global, parce que Braudel a invité aussi à des comparaisons, a invité à élargir l'histoire du capitalisme à un monde non européen, et même s'il l'a fait de seconde main, c'était une invitation que les historiennes et les historiens ont essayé de saisir. Je crois que il y a beaucoup d'usages de Braudel possibles dans l'histoire économique contemporaine. Je sais que Braudel est utilisé, par exemple, par une historienne d'art comme Sophie Crass dans sa réflexion sur le capitalisme. Mais quand on pense à aussi des sociologues comme Luc Boltanski et Arnaud Esquerré, dans leur livre Enrichissement, ils tirent profit très directement, désolé pour la métaphore capitaliste, mais de la plus-value marchande, de l'idée de plus-value marchande chez Braudel, pour comprendre les mécanismes d'enrichissement contemporain et cette sociologie de l'enrichissement qui les intéresse. Et donc on voit que en fait, Braudel a donné une boîte à outils une palette d'outils en tout cas extrêmement large. Je pense aux travaux d'Alessandro Stanziani aussi qui reprennent des aspects de Braudel. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de reprendre l'intégralité du modèle, mais évidemment, les réflexions qu'il a menées, y compris dans comme vous l'avez dit, la distinction entre l'économie de marché et le capitalisme est, pour le dire de façon jargonnante historienne, heuristique, c'est-à-dire qu'elle ouvre des chantiers de recherche, qu'elle permet de poser de nouvelles questions. Et ça, je pense que c'est un élément très très important de Braudel et qui lui aurait fait, je pense, relativement plaisir, parce que ces ouvrages étaient là aussi pour poser des questions, pour qu'on s'en empare, qu'on les conteste, qu'on les révise, et c'est ce que les historiennes et les historiens s'attachent à faire. Merci beaucoup, Guillaume Calafa. Vous nous donnez envie de retourner lire Braudel et de continuer à le contester et à s'en emparer. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté l'Histoire, le podcast. Retrouvez l'article de Guillaume Calafa, ainsi que ceux de beaucoup des auteurs évoqués au cours de cet entretien, dans le numéro double 545-546 du magazine L'Histoire, ainsi que sur le site internet l'histoire.fr, avec l'ensemble des archives de la revue depuis sa fondation en 1978. Cet épisode a été préparé par Clément Fabre, avec l'aide d'Anaïs Fléché, de Valérie Hanin et de Géraldine Soudry. À la lecture, Valérie Hanin. Au son, à la musique et au montage, Lucas Philippot. Rendez-vous dans 2 mois à la rentrée pour un nouvel épisode.